merci à vous pour cette invitation. Évidemment, c'est un plaisir. Ça aurait été encore plus un plaisir de pouvoir faire tout cela en 3 dimensions et pas en version rectangulaire, parce que, bon, surtout lorsqu'on parle de Ellul et de Illich, c'est quand même un peu paradoxal quoi, de le faire à travers les moyens techniciens de cette manière-là. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, j'ai essayé de préparer un petit PowerPoint pour la première partie de notre rencontre. Donc, en parlant avec Bertrand, on a pensé donc d'avoir 2 parties de 20 minutes chacune environ. Mon idée est donc de vous présenter d'abord une synopsis des vies de nos 2 auteurs, parce que je ne sais pas exactement qui connaît lequel des 2 et à quel niveau. Donc, il nous a semblé que ça pouvait rendre service, en fait, de tout d'abord présenter ces 2 figures par leur vie. Ce n'est pas juste pour faire du gossip ou de biographie stérile, mais vraiment parce que il s'agit certainement de 2 personnes dont la vie même a été un témoignage, une série de choix, une série de recherches, de cohérence avec ce qu'ils auront pensé, écrit et affirmé par ailleurs. De l'autre côté, en deuxième partie, je vais donc vous proposer un petit parcours sur plutôt les contenus, à partir des œuvres des deux auteurs et notamment sur 2 ou 3 thématiques qui me semblent être importantes, prioritaires, sans doute, à mon avis quand même, des outils qui peuvent nous accompagner à mieux comprendre leur approche, leur pensée en général, et notamment leur contribution à la pensée justement du christianisme vis-à-vis de la question environnementale, etc. N'hésitez pas de toute façon à prendre note, à écrire vos commentaires sur la chat pour que l'on puisse vraiment pouvoir être en dialogue le plus possible. Voilà, je vais donc essayer de lancer le partage d'écran, si possible, pour que l'on puisse partager et voir ensemble les biographies des auteurs. Juste un instant. Voilà. Est-ce que ça marche? Vous voyez? Dites-moi oui. Ça vient, c'est bon. Ok. Merci. Ok, super. Alors, je passe à la première fiche. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si vous voyez un peu le visage des uns et des autres. Donc, là, vous avez le portrait de Ellul et le portrait de Ivan Illich. Jacques Ellul, donc, né à Bordeaux en 1912, il nous quitte à Pessac en 1994, lorsque Ivan Illich, comme vous voyez, naît une quinzaine d'années après et meurt à Brême en 2002. Donc, nous ne sommes pas sur 2 générations différentes, mais quand même, il y a un certain décalage dans la date de naissance. Voilà. Alors, Jacques Ellul vient d'une famille interculturelle. Il est donc enfant d'un père italo-serbe, né à Trieste, de tradition orthodoxe grecque, mais voltairien, c'est défini. Son grand-père, donc le grand-père de Ellul, était originaire de Malte et sa grand-mère sa maman, de l'autre côté, était franco-portugaise et elle était née à Bordeaux. Donc, les parents de Ellul se rencontrent à Bordeaux et c'est là qu'il naît et qu'il vit à peu près toute sa vie. Comme vous voyez, donc, il fait ses études à Bordeaux, en droit, il a son doctorat en 1936. Ensuite, il enseigne 1 an à Montpellier, ensuite 1 an à peu près à Strasbourg, mais en 1939, il sera révoqué à cause de ce qu'il affirme sur le maréchal Pétain. Donc, voilà, le rapport avec le politique s'installe tout de suite de manière assez farouche. Ce qui fait justement, il est révoqué. La raison officielle de cette révocation est qu'il n'est pas d'origine française, mais voilà, on sait aussi que c'est un peu à cause de ses affirmations et pas que de ses origines. Il quitte donc Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg était repliée, avec Yvette, qui est sa femme, et les 2 se réfugient à Martre. Donc on est
au-delà de la frontière, de la ligne de guerre. C'est là, à Marc, qu'elle vit de son propre travail, hein, donc il vit en cultivant la terre, etc. Et il profite aussi pour se joindre à la résistance. Donc, il n'est pas dans le combat, il est plutôt dans le passage de papier, dans l'hospitalité des réfugiés, etc. Entre autres, pour l'anecdote, parmi les personnes qui sont aidées par Jacques Ellul, il y a André Chouraki. Donc voilà, on est vraiment dans les grands noms, mais dans les grandes âmes aussi du siècle dernier. De l'autre côté, donc, 14 années après, Ivan Illich naît en Croatie. Son père étant croate, catholique, et la mère, elle, étant juive, allemande. Avec la montée des droits en Croatie, des droites, pardon, en 1932, la mère décide de quitter la Croatie, de se réfugier à Vienne dans la maison de famille. Mais évidemment, l'Autriche n'est pas forcément le plus safe des pays pendant la décennie de 32 à 42. Ce qui fait qu'en 42, toute la famille, enfin la mère de Illich avec les 3 enfants partent à Florence. C'est là que donc Ivan Illich fait ses études et qu'il se lie lui aussi à la résistance. Entre-temps, son père était en guerre, évidemment, et c'est pendant la guerre qu'il décède, qui est tué. Qu'est-ce qui se passe? Après la guerre, du coup, Ivan Illich part faire ses études à Rome. Il fait des études variées, hein, donc il a plusieurs disciplines sur lesquelles il penche, notamment la théologie, mais aussi la cristallographie. Et il décide donc de suivre à un certain moment la vocation de prêtre catholique qu'on lui lance, qu'on lui propose. Donc voilà, c'est une vocation qui vient d'ailleurs de son propre senti. Après la guerre, nos 2 amis, nos 2 maîtres plutôt, Ellul d'un côté, ayant donc survécu et travaillé avec la résistance, est sollicité par les institutions bordelaises pour se lancer un peu en politique. Donc pendant 6 mois, il est adjoint de maire de Bordeaux, mais il quitte tout de suite. Donc, la politique n'est à ses yeux rien d'autre, dit-il, que l'un des fruits de la société technicienne. Ça, on va le reprendre plus tard. Mais voilà, dès le début un peu de son expérience de formateur, d'écrivain, d'auteur, il se rend compte du fait que la politique est vraiment quelque chose d'artificiel, si vous voulez. Donc, voilà. Il y en a hein, donc, qui connaissent Ellul comme l'anarchiste chrétien par excellence. Donc, c'est un peu à partir de là, en effet, qu'on peut déjà situer un peu ces tendances, ces idées, s'approcher, proximité à l'idéologie et aux idéologies plutôt anarchistes. Cependant, il poursuit sa carrière académique. Il commence donc en 1944 à enseigner l'histoire des institutions et l'histoire sociale. Et c'est ce qu'il va faire toute sa vie jusqu'à la retraite en 1980. Donc on est là, sur ce côté-là, assez paisible, assez cadré, tranquille. Par contre, pendant ce temps, Ellul est engagé sur un bon nombre de fronts, qu'on va voir tout à l'heure. Écrivain inlassable, il a publié au long de sa vie au moins une 40aine de livres et un nombre époustouflant d'articles. Au présent, par contre, après sa mort, on a pu encore ajouter aux 40 précédents encore une bonne 15aine de livres qui sont publiés donc, après sa mort. Donc là, voilà, c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez lire quelque chose de Jacques Ellul, vous avez de quoi passer votre temps. Les articles, entretiens, articles, tout ça, on en compte à peu près 1200, plus ou moins. Quoi. Donc, il y a un corpus biblique qui est quand même assez important. Illich, donc, après la guerre,
Même si à Rome, on lui propose de rester, d'avancer, de faire la carrière ecclésiastique, Ivan quitte l'Europe et décide de se rendre à New York en 1951. Tout d'abord, l'idée est de partir étudier alchimie à Princeton. Par contre, il arrive à New York et dès qu'il arrive, il rencontre la communauté catholique portoricaine. Et la manière dont cette communauté vit sa foi, son engagement, le contraste entre la grande ville, la métropole, Manhattan, et le vécu de ces migrants portoricains font qu'ils demandent immédiatement de pouvoir devenir le prêtre de la communauté portoricaine de Manhattan. Il reste là quelques années et ensuite il est envoyé donc à Puerto Rico où il sera nommé vice-recteur de la faculté catholique. Entre 56 et 60, on le retrouve donc Puerto Rico. Donc, si on a d'un côté Jacques Ellul qui est planté à Bordeaux et qui se déplace très, très, très difficilement, qui refuse carrément de partir, de monter à Paris, comme on dit le français. De l'autre côté, Ivan Illich est vraiment un voyageur, hein, donc il passe aussi des temps, des années entières en marchant à pied, en visitant les différents lieux, les différents contextes qu'il a vraiment envie de découvrir. Troisième étape de notre synopse, qu'est-ce qu'on fait par ailleurs, hein? Donc, Ellul, on l'a dit, il est installé sur Bordeaux, mais à côté de son enseignement, qui est un peu le fil rouge, il y a un nombre assez important d'engagements, quoique c'est à discuter, hein, connaissant un peu la pensée d'Ellul. Engagement, ce n'est pas vraiment le bon mot. Mais voilà, entre 34 et 39, avec son ami, son copain de toute la vie, Bernard Charbonneau, que vous connaissez peut-être, il est engagé dans le mouvement personnaliste d'Emmanuel Mounier. Entre 56 et 71, il est membre du Conseil national de l'ERF, de l'Église réformée de France. Il prépare d'ailleurs aussi pas mal de dossiers, parmi lesquels aussi un dossier de réforme des études en théologie. Oui, je pensais que... Et, il est aussi directeur d'une revue, de la revue Foi et Vie, pendant 17 années, hein, de 69 à 86. Et pendant les toutes premières années 70, 73 et 77, il est aussi, avec Charbonneau encore, fondateur et membre très actif du comité de défense de la côte aquitaine, le MIACA, hein, qui a donc acté de façon très concrète aussi pour protéger la côte, etc. Donc il y a à la fois, comme vous voyez, un engagement très profond du côté de l'enseignement académique, un engagement très très, très varié du côté de la présence dans la société, hein, dans la nature, dans la protection de l'environnement, dans la protection des jeunes, et aussi un troisième front, si vous voulez, d'engagement vis-à-vis de sa propre église d'appartenance. Donc, on est vraiment... Voilà, là, ça nous fait un peu faire le tour de ce que Ellul a pu faire et être un peu dans sa vie. Je tiens les yeux sur, sur ma montre. Illich. Alors, Ivan Illich, on l'avait quitté à Puerto Rico, donc on est en 1960. L'année suivante, il part, et c'est là qu'on le connaît, la plupart d'entre nous, il part au Mexique, à Cuernavaca, en 61. Il s'installe, il commence à réfléchir à un grand projet, c'est le projet du CIDOC qui naît, hein, et qui est mis en place effectivement en 66. Le CIDOC, c'est le Centre international de documentation, hein, le Centre international de documentation, qui est fondé donc officiellement en 66 avec la collaboration précieuse aussi de Valentina Borremans. Hein. Normalement, on cite toujours les grands hommes, on ne cite pas assez les grandes femmes. Donc voilà, le CIDOC, lui, il vit et il va rayonner vraiment partout sur la planète pendant une bonne dizaine d'années. En 76, c'est un choix. Le CIDOC ferme suite à toute une
démarche de réflexion et d'action aussi, de déyanquisation, l'appelle-t-il, de l'enseignement et voilà, suite aussi à une énorme réflexion par rapport encore à l'engagement, et notamment à l'engagement des gens du nord de la planète qui viennent vers le sud faire du bénévolat. Donc, c'est vraiment une réflexion fortement autocritique et fortement, comment dire, constructive aussi, mais très contre-tendance par rapport à ce qui était dans les années 70, hein, voilà, des mouvements qui partaient aider, soi-disant, les ports du Sud. Donc là, il y a vraiment, on est en plein dedans dans la militance et dans l'engagement actif et activiste aussi. Après la fermeture du SIDOC, donc on est en 76, Ivan Illich rentre en Europe, ayant base à Brême où il enseigne, donc il rentre en académie enfin. Il rentre en académie en enseignant l'histoire du Moyen-Âge. Donc on est, voilà, encore une fois, il surprend un peu, si vous voulez. Donc, il a été un grand théologien. Le projet de formation et de recherche qui était mis en place au SIDOC était très, très original, si on veut, par rapport à l'enseignement classique. Et voilà, en 76, on le retrouve en Allemagne, donc le cœur de la planète universitaire, et dans un cadre très institutionnel, si vous voulez, celui de l'enseignement académique. Il meurt en 2002, ayant été malade pendant une vingtaine d'années d'un tumeur qu'il n'a jamais voulu soigner. Donc, vous savez peut-être, parmi les grandes thématiques de critique que Illich pose à la société moderne, il y a celui qui vise le système sanitaire, donc la némèse médicale est le dernier des grands livres de Illich, où il explique les raisons pour lesquelles justement le système sanitaire tel qu'on l'a conçu dans la société postmoderne est quelque chose de très contre-productif, finalement. Donc, le choix concret est celui de garder son tumeur et de ne pas le soigner comme la médecine moderne aurait proposé de faire. Cependant, sa vie durant, que ce soit pendant les années mexicaines ou les années allemandes, il ne cesse jamais de se balader, de se déplacer, de rencontrer des gens, etc. Le SIDOC était un centre lui-même d'accueil de gens. Au SIDOC, entre autres, il y a eu des visites assez étonnantes, telles Fidel Castro, telles deux jeunes Canadiennes qui étaient accusés d'avoir préparé un plan pour faire exploser la Statue de la Liberté. Donc, on est vraiment dans un cadre d'accueil, de portes ouvertes, voilà, qui est tout autre qu'académique classique. J'ouvre encore une petite parenthèse puisque j'ai le temps de le faire sur mes 20 premières minutes. Et lui aussi a dû faire face à comment dire, aux terroristes, si on veut les appeler comme ça. Donc, si d'un côté, il y avait les Canadiens chez Illich, de l'autre côté, la lecture critique de la société technicienne et du système technicien qui est proposée par Ellul dès le début des années 50. Donc, la technique ou l'enjeu du siècle date de 1954. Parmi les lecteurs et les relecteurs de ce texte-là, il y a rien de moins que Unabomber. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce nom. C'était donc aux États-Unis ce monsieur qui a été à un certain moment attrapé, mais qui a fait voilà, souffrir la CIA pendant des années parce qu'on n'arrivait pas à le saisir. Et voilà. Parmi les lectures de Unabomber, il y avait aussi la critique à la technique de Jacques Ellul. Je arrive donc à la dernière de nos slides du PowerPoint pour dire, voilà, il y a quand même eu à un certain moment un temps de rencontre entre nos deux auteurs, entre nos deux maîtres. 1993, donc quelques mois, 5-6 mois avant la mort de Jacques Ellul, un grand symposium a été organisé à Bordeaux et Illich est parmi les intervenants. Donc, si vous
cherchez un peu ici, là, vous avez des dizaines de versions allemandes, en anglais, en français. Ivan Illich fait donc une allocution en honneur de Jacques Ellul, l'appelant Maître Jacques. Hein, donc, voilà. Il dit je me suis efforcé, je lis tout simplement ce qui est dans votre diapositive. Je me suis efforcé de vous suivre dans un esprit de filiation avec tous les faux pas que cela implique. Veuillez accepter la moisson et reconnaître les fleurs dans ce que vous pourriez regarder comme des mauvaises herbes. Ainsi, puis-je exprimer ma gratitude envers un maître à qui je dois une orientation qui a infléchi de façon décisive mon chemin depuis 40 ans. Ma dette à son égard, dit Illich, est indiscutable. Donc voilà, pour Ivan Illich, Ellul est carrément Maître Jacques, il l'appelle. Voilà. Et donc ils se sont certainement rencontrés en 1993. Certainement, un jour ou l'autre, il y aura la correspondance entre les deux qui va sortir. Mais voilà, ce n'est pas encore le cas. Alors, on a évoqué d'un côté un Jacques Ellul qui est extrêmement, comment dire, prodigue, extrêmement riche en écriture. En effet, Ellul esquisse dès 1948 le plan, le projet de l'ensemble de son œuvre. Et il conçoit son œuvre un peu comme une sorte de, comme si c'était un seul livre à plusieurs chapitres. Hein. Ça, c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. Un seul livre ayant deux volets, un volet sociologique, un volet théologique, qui a pour but principal celui d'analyser analyser notamment celle qu'il appelle la présence au monde moderne du christianisme. Donc, le titre de la première œuvre de Jacques Ellul, non, c'est pas la première, mais bon, disons la première dans l'ordre dans la structure, est justement Présence au monde moderne, 1948. Et donc, cette énorme architecture d'écrits, d'essais, d'analyse vise donc d'un côté l'analyse de la présence du christianisme au monde moderne, mais aussi l'idée de poser les bases pour une éthique. Sachant que lorsque on dit éthique chez Ellul, on ne parle pas de du livret d'instruction, enfin, on ne parle pas d'une méthodologie, hein, d'une récolte de lignes guides pour un bon comportement en tant que chrétien, mais plutôt d'une réflexion au fondement d'une éthique. Donc, et à des fondements qui sont notamment un lien profond avec la liberté. Alors, dans cette structure énorme, les livres se correspondent, s'interpellent mutuellement. Donc, s'il y a d'un côté une trilogie sur la technique, il y a d'autre côté une trilogie sur la liberté, sur la présence au monde, etc., etc. Donc, il y a d'un côté les livres sur la politique, sur la révolution. De l'autre côté, vous avez des livres qui analysent l'approche biblique au pouvoir, à la politique, etc. Donc, c'est vraiment toujours une structure très équilibrée, si vous voulez, ou bien dialectique, hein, c'est le mot que Ellul emploie. Donc, c'est vraiment toujours une œuvre où la sociologie répond à la théologie et les deux disciplines s'interpellent mutuellement. De l'autre côté, donc, on l'a évoqué tout à l'heure, si Ellul, peut-on dire, écrit et communique par conséquent, Illich, lui, il est d'abord dans la communication, dans le partage de ses réflexions, dans le laboratoire, hein, si vous voulez, et écrit par la suite. Donc, si les livres de Ellul sont plutôt des propositions d'analyse qui visent à donner des clés de lecture pour la réalité, les livres de Illich se présentent plutôt comme des comptes rendus des expériences et des partages qui ont nourri et qui nourrissent le SIDOC. Je dirais que ça, c'est vraiment la grande différence, si l'on peut la définir telle,
entre les deux approches au texte écrit. Sachant que de l'un côté et de l'autre, évidemment, un des interlocuteurs prioritaires est évidemment le texte biblique. Donc, ça, c'est le point de repère pour chacun. Et lui le déclare très clairement au début de le vouloir et le faire, disant, voilà, tout ce que je fais, ce que j'ai écrit, et toutes mes méthodologies d'analyse et tout ça a comme point de repère un peu la révélation biblique. Et pour Illich, évidemment, l'appartenance et la foi chrétienne ne peuvent que passer par la lecture et la méditation du texte biblique et son étude aussi. Enfin, scientifique, c'est pas le bon mot pour Illich, mais quand même, une étude approfondie du texte biblique. Pour ce qui est de l'œuvre d'Illich, on peut dire aussi, par contre, que si Ellul a écrit de 1948 jusqu'à 1994 et au-delà, Illich, ses grandes œuvres datent plutôt des 5 premières années des années 70. Hein, donc, entre 70 et 75, vous avez Libérer l'avenir, Une société sans école, Énergie, équité, la convivialité et Némésis médicale. Donc, c'est vraiment, voilà, les 5 grands titres. Voilà. Cela dit, voilà, je vous dis aussi, Illich, je découvre au fur et à mesure. Hein, donc, si parmi vous, il y en a qui connaissent mieux Illich que moi, je suis tout à fait preneuse et bien heureuse de partager davantage. Voilà. Ce que je vous propose pour cette dernière partie de ma contribution est donc de reprendre une série d'éléments de la locution que Illich fait en honneur de Jacques Ellul. Donc, il y a d'abord un constat. Je cite, « Quel que soit le vocable dont on la recouvre, culture, société, monde, notre condition humaine actuelle est une excroissance du christianisme. » Une excroissance du christianisme. Et dit par quelqu'un qui, à l'époque, commençait à avoir une tumeur. Voilà, ça parle beaucoup quand même. Quel que soit le vocable dont on la recouvre, notre condition humaine actuelle est une excroissance du christianisme. Tous ces éléments constitutifs, dit-il, sont des perversions. Alors qu'ils doivent leur existence à la révélation biblique, ils en sont, pour ainsi dire, le complètement inversé, le négatif des dons divins. Donc le constat de départ est très fort de la part d'Illich. Bref, tout ce qu'on vit aujourd'hui a à la fois une racine profonde dans le christianisme et pratiquement la subversion du christianisme, pour employer le mot de Jacques Ellul. D'où est-ce que part la réflexion de Illich? Et en quoi est-ce que la réflexion de Illich se fonde sur la réflexion de Jacques Ellul? Évidemment, c'est la technique qui est à l'honneur. Hein, donc, la technique en jeu du siècle, comme Ellul la définissait. Alors, Ellul définissait la technique comme un système depuis le début de l'industrialisation, hein, donc avant non, mais dès le début de l'industrialisation, la technique prend au fur et à mesure la place et la forme d'un système. On n'est plus dans les outils qu'on emploie, mais on rentre dans une autre dynamique, celle du système. Le système technicien, dit Ellul, remplace au fur et à mesure la nature, dans laquelle, justement, la technique ne figurait que comme un outil, un élément seulement. Avec l'industrialisation, dit Ellul, la technique devient système, et par cela, donc, le moyen devient valeur, ainsi que l'efficacité. On définit donc le système technicien comme un système qui est organisé avec pour but l'efficacité et comme valeur les moyens, les outils.
Par cela, évidemment, le système technicien remplace la nature dans le rôle de sacré pour la vie de l'homme, de l'être humain. En tant que système, donc, la technique englobe la société occidentale tout entière, vise la globalité et passe à travers une sacralité au fur et à mesure plus grande. Ce qui n'est pas en but, par contre, dans cette dynamique-là, est que on n'est pas conscient, dit Ellul, du fait qu'il n'est simplement pas possible d'envisager un développement infini dans un cadre qui est fini. Donc, on n'a pas de planète B, on dit aujourd'hui. Ellul, en effet, dit on ne peut pas envisager un développement infini dans un cadre fini, justement à partir de ses échanges, de sa conversation avec Bernard Charbonneau, qui est effectivement le père un peu de cette affirmation. Ce que Ellul lui-même, à un certain moment, lui reconnaît. Alors, à partir de cette définition de technique, allons voir ce que Illich disait en 93 lorsqu'il reconnaît à Maître Jacques son rôle dans sa propre formation. Ellul dit, je cite à nouveau, la technique est entrée dans mon existence en 1965 à Santa Barbara, le jour où chez Robert Hutchins, John Wilkinson m'a donné une qu'il venait de traduire sur la recommandation pressante de Aldous Huxley. Donc, on est vraiment dans une dynamique d'échange, de confrontation entre différents savants. Depuis lors, il nous dit, les questions soulevées par votre concept de la technique ont constamment réorienté l'examen de mon rapport aux objets et aux êtres. J'ai adopté cette notion ellulienne parce qu'elle éclaire une mutation de l'esprit. C'est une notion qui permet de cerner entre l'éducation, le transport, les activités médicales et scientifiques modernes, le seuil auquel ces entreprises absorbent conceptuellement et physiologiquement le client dans l'outil. Le seuil auquel les produits de consommation se muent en produits qui eux-mêmes consomment. Le seuil auquel le milieu technique transforme en chiffres ce qui y baigne. Le seuil auquel la technique se transforme manifestement en Moloch. Donc, est-ce que je m'arrête un moment, ça va jusque-là, c'est pas trop panique? C'est quand même un peu costaud par rapport aux biographies en synopsis. Je reprends donc la citation, pendant 10 bonnes années après ma rencontre avec vous, monsieur Ellul, dit Illich, j'ai concentré mon étude principalement sur ce que la technique opérait, ce qu'elle faisait à l'environnement, aux structures sociales, aux cultures et aux religions. J'ai étudié le caractère symbolique, ou si vous préférez, perversement sacramental des institutions pourvoyeuses d'éducation, de transport, de logement, de soins de santé ou d'emploi. Je ne le regrette pas. Les conséquences sociales de la domination par le moyen de la technique, qui rend les institutions contre-productives, doivent être comprises pour en mesurer les effets sur l'exis et la praxis qui définissent l'expérience de la modernité. Il faut regarder leur horreur en dépit de la certitude qu'elle dépasse nos sens. Je m'arrête un moment pour traduire. Alors, Illich nous dit la technique, donc la manière dont Ellul définit la technique et dont il décrit ses impacts et ses effets sur la société, sur la culture, sur la personne humaine de l'époque postmoderne, de la modernité, est tout simplement quelque chose qui aide à mieux identifier le seuil et à nous dire, voilà, il y a toujours à un certain moment un seuil que la technique nous fait dépasser. Il y a un moment où le produit de consommation devient quelque chose qui consomme. Il y a un seuil auquel voilà, la technique devient un Moloch, il dit carrément.
Je reprends le texte pour vous rappeler encore un passage. Cela m'a apporté, écrit Illich, la preuve empirique que la catégorie ellulienne de la technique, que j'avais originellement employée comme un outil analytique, définissait une réalité engendrée par la poursuite d'une idéologie de dérivation chrétienne. Dans la recherche de la fonction symbolique de la technique en notre temps, l'analyse de Lull, une fois encore, recelait des observations éclairantes. L'existence dans notre société qui se veut système met hors jeu le sens par les engins fabriqués pour leur extinction, nous empêche de toucher ou d'incorporer le réel et en plus nous intègre dans ce système. C'est cette radicale subversion de la sensation qui humilie et puis remplace la perception. Nous nous livrons à d'atroces débauches de consommation d'images et de sons afin d'anesthésiser notre sens de la réalité perdue. C'est un peu costaud, je me rends compte, surtout à 9 h du soir. On pourrait traduire tout simplement en disant lorsque on reconnaît dans le système technicien quelque chose qui change la nature des rapports humains, qui change la priorité des valeurs, on réalise qu'à travers la sacralisation de la technique, telle que lui l'a définie, le christianisme lui-même est subverti. Parce que tout ce qui était valeur chrétienne devient valeur technicienne. Et ça se voit dans l'éthique, ça se voit pour ce qui est de Ivan Illich, notamment dans le système scolaire, dans le système sanitaire. Ça se voit sur les fondements de l'éthique. On ne donne plus la priorité à la gratuité, au partage, à ce que Illich appelle la... Voilà. Ce qu'Illich appelle la convivialité, pardon, mais on donne la priorité et on nomme valeur l'efficacité et les moyens. On fait les choses, pour citer la loi de Gabor, on fait les choses parce qu'on peut les faire, sans se poser la question du sens et du pourquoi on le fait ou on ne le fait pas. Tout ça pour vous dire, je crois qu'une approche intéressante à la lecture et à l'héritage aussi de la pensée de Lull et de Illich se trouve justement dans la pensée des limites. C'est justement ce que Serge Latouche, entre autres, nous dit. Donc, tout ce qui est pensée de la décroissance va aussi dans cette direction. Beaucoup de ce qui est aujourd'hui de la pensée écologique au sein des églises va aussi un peu dans cette direction. C'est vraiment l'urgence, largement dépassée peut-être, de revenir à la pensée des limites. Je vous propose donc une idée qui vient d'une anédie de Jacques Ellul, l'éthique de la sainteté, qui va bientôt paraître, paraît-il. L'éthique de la sainteté donc, est le deuxième tome d'une trilogie d'éthique de Jacques Ellul. La première partie est l'éthique de la liberté, qui a comme fondement, si vous voulez, théologique, la foi. L'éthique de la sainteté aurait donc comme correspondant théologique l'espérance, et dans le projet de Ellul, ce qui n'a pas pu avoir lieu à cause de sa mort, il y avait un troisième tome, l'éthique de l'amour, justement, qui faisait un peu la conclusion et qui bouclait l'ensemble de la structure. Donc l'éthique de la liberté, de la sainteté et de l'amour en correspondance avec la foi, l'espérance et l'amour, justement. Alors, dans l'éthique de la sainteté, Ellul dit quelque chose qui me semble être très intéressant et très utile aussi pour reprendre ce que Illich dit. Il parle de seuil, de limite et de finitude. Et il dit, ces trois idées, seuil, limite et finitude, on est de nouveau sur le vocabulaire du seuil
qui était cité par Ivan Illich, seuil, limite et finitude représentent les 3 défis, les critères, les questions à ne jamais oublier. Ces 3 définitions sont déjà annoncées à la fin de l'éthique de la liberté et seront justement développées dans l'éthique de la sainteté. Ellul fait le lien entre seuil, limite et finitude et liberté. Donc, il nous dit, il y a 3 niveaux de prise de conscience de ces 3 frontières. Tout d'abord, il y a le niveau de la créature humaine. Chaque être humain est fini, dans le temps comme dans l'espace. Et reconnaître cette finitude est un premier acte de la liberté qui est donnée à l'individu. Donc, c'est déjà une lecture un peu paradoxale. Le fait de me penser, de me reconnaître fini, limité, dans le temps et dans l'espace, fait partie de ma démarche de liberté. C'est très relecture de la loi juive, hein, si vous voulez. Deuxième étape, la liberté passe aussi par le fait de reconnaître les seuils. Donc, il y avait la finitude d'abord, les seuils de l'autre côté. Ellul entend par seuil, je cite, le point où la tendance s'inverse. Définition qui est d'ailleurs reprise par Ivan Illich tout de suite après. Donc, le seuil est le moment du clivage. C'est le moment où la tendance s'inverse. Donc, on croit, et à un certain moment, la croissance ne peut que redescendre. Là, on a atteint le seuil. Le troisième lieu, dans lequel la liberté humaine est sollicitée, est le cadre des limites. C'est ici que, par un choix qui est conscient, l'être humain choisit et pose des interdictions et des bornes. Est-ce que ça va? Alors, je reprends. Il y a donc la finitude qui est donnée. Donc mon corps, mon âge, mon histoire a des limites qui sont, enfin, des finitudes qui sont indépendantes de moi-même. Deuxièmement, il y a un seuil. Donc, il y a des choses, des dynamiques qu'on peut activer, désactiver, etc. Mais il y a des dynamiques. Toute dynamique, à un certain moment, arrive à son seuil et à ce moment-là, elle ne peut que redescendre. Et là aussi, ce n'est pas forcément à moi de choisir. On est encore dans le cadre du naturel. Donc, à un certain moment, ça descend tout seul, quoi, que je le veuille ou pas. Et là, les courbes de pandémie et d'économie qui vont avec, etc., toutes les statistiques dont on nous remplit la tête et les journaux sont exactement dans ça. À un certain moment, voilà, on a atteint une pointe et on ne peut plus que redescendre. Dans toute cette dynamique-là... Juste pour dire qu'on va devoir bientôt terminer. Donc, Si, je finis. Merci. Dans cette dynamique-là, justement, je trouve la liberté dans la limite. Dans le moment où en tant qu'individu ou en tant que groupe, je peux dire, voilà, jusque-là, on peut aller, on pourrait aller au-delà de ce point-là, mais on choisit de ne pas y aller. Et c'est là qu'on exerce notre propre liberté. Donc là, c'est la place justement de la décision, de la liberté de la personne. Donc voilà, il faut donc reconnaître cette frontière naturelle du seuil, de la limite, du seuil et de la finitude, pour que la limite puisse être posée dans une dynamique de volonté, de libre choix. Voilà. Je crois m'arrêter là, si ça vous dit, comme ça on peut éventuellement encore échanger. Oui. Merci beaucoup. On va continuer avec les questions qui ont été posées petit à petit. Et Patrice va sélectionner et poser les questions. Oui, il y a une première série de questions qui demandent des exemples concrets. Est-ce qu'il y aurait quelques exemples qui permettraient de comprendre un peu ce système de rendement décroissant ou d'arriver à un seuil à partir duquel ça bascule? Il y en a plein. Donc, ceux qui appartiennent plutôt à Ivan Illich, évidemment, sont les exemples liés
à la santé, donc à la médecine, et qui sont aussi d'ailleurs présents dans les textes de Jacques Ellul. On bâtit un système médical, mais disent les deux, on risque souvent de tomber malade des soins qu'on produit nous-mêmes. Donc là, voilà, ça marche un peu dans la direction des comment dire, défense du complot sanitaire, mais voilà, du moment où on super médicalise tous les lieux, toutes les institutions, toute vie humaine, on risque d'avoir des maladies qui sont produites par le système sanitaire lui-même. On pourrait dire la même chose côté un peu plus écolo, des systèmes des voitures, des systèmes de routes, de viabilité, etc. À Strasbourg, on milite contre le GCO, donc le grand contournement ouest de la ville. C'est un peu ça. Donc, on vend le fait de bâtir une rue de plus qui va être encore des chantiers, du béton, etc., disant ça va résoudre les problèmes de trafic, sachant très bien que ça veut dire qu'il y aura encore plus de trafic qui va passer, non pas seulement sur les routes qui étaient là, mais aussi sur la nouvelle qui est construite, par exemple. Moi, j'avais, par exemple, est-ce que je crois me souvenir d'un exemple qui était celui des voitures qui sont faites pour accroître la mobilité et la vitesse, et dont Ivan Illich disait que finalement, on aboutissait à des bouchons, et que justement, à partir d'un certain moment, la voiture objet de vitesse finissait par nous faire aller moins vite qu'à pied. Voilà, c'est ce que écrit Laura d'ailleurs dans la chat. En effet, c'était l'autre exemple, tout à fait. Voilà. Donc, si on calcule, effectivement, donc tout le système du travail aussi. Donc, je pense que ça existe déjà des relectures elluliennes et illichiennes de cette année de houseworking que nous sommes en train de vivre, par exemple. Alors voilà, il y a des exemples qui sont donnés du téléphone portable qui nous faisait gagner du temps et qui nous en fait perdre maintenant. Voilà, il y a d'autres exemples. On croit gagner du temps et puis on en perd. Voilà. Donc c'est effectivement à travers des exemples qui montrent cette idée que on arrive à un seuil. Parce qu'il y a eu des questions sur, mais vous avez répondu après sur la notion de seuil, de limite et de finitude. Donc vous avez essayé d'expliquer un peu les liens entre ces trois données. Est-ce que par exemple, Illich, parce que vous l'avez évoqué, puis ça a été une question, la notion de décroissance et d'impact écologique, est-ce que c'était évoqué à l'époque par eux? Alors ça, je ne connais pas assez Illich pour vous répondre avec certitude. Mais oui, je pense oui, certainement, il y a des liens. D'ailleurs, je profite par contre pour citer encore deux voix, à mon avis, très importantes du côté Église et christianisme engagé dans le discours écologique, à savoir évidemment Jürgen Moltmann et Wissertoft, donc en général, disons, les dynamiques liées au Conseil œcuménique des Églises, qui travaillaient déjà aux années 50, donc dès la fondation du Conseil œcuménique en 1948, mais qui ont renforcé toute la réflexion sur la sauvegarde de la création, évidemment, dans les années 60-70. Donc, dans cela, en effet, il y a des apports, des liens qui sont faits très clairement avec l'écologie. Comment ont-ils été reçus à l'époque par les contemporains? Illich ou Ellul? Les deux, un peu. Est-ce que c'est des gens reconnus ou est-ce que c'est des gens qui sont finalement un peu des solitaires dans leur époque? Good question. Alors, certainement, Ellul, non. Ellul, et connaissant un peu mieux sa figure et tout, même la biographie et tout, c'est bien vrai, en effet, qu'il était quelqu'un de très farouche, donc pas forcément sympa, déjà, si je peux le dire. Et c'est pas moi qui le dis tout seulement. Il était vraiment quelqu'un qui ne se posait pas le problème de l'autorité et tout, donc il disait tout simplement ce qu'il pensait sans trop faire de médiation et tout. Et ça ne plaisait pas. En plus, il a toujours refusé justement de monter à Paris, ce qui fait aussi encore une... En plus, il a souvent
critiquait de manière très, très forte tout ce qui était à la mode à l'époque. Donc, notamment, il s'était pris fortement avec Sartre et tout ça. Il s'est pris très fortement avec Aldous Huxley et tous les Américains utopistes de l'autre côté. Il y a des conflits pas mal aussi avec tout ce qui est plutôt du côté de l'Église même, hein, donc au sein aussi de sa propre Église. Il a été, on l'a vu, très engagé, mais en même temps très... Enfin, pas vraiment pas vraiment apprécié, je dirais. Parce qu'il était par exemple, fortement contraire, par exemple, à tout ce qui était théologie de la libération, tout ça. Hein. Donc, évidemment, il n'était pas le meilleur copain de tout le monde. Casalis était très à la mode à l'époque et lui, il était très contraire à tout ce que Casalis disait. Il avait été interpellé pour la rédaction des documents qui ont fondé le Conseil œcuménique des Églises en 1948. Et il les a tout de suite quittés disant, voilà, ça va trop s'institutionnaliser et donc ça ne va pas, c'est pas ça le christianisme, etc. Illich, de son côté, lui aussi, hein, il a été à un certain moment convoqué à Rome, mis, disons, sous procès, hein, donc voilà, jusqu'à ce qu'on le sort carrément de la salle où il avait été interpellé. Hein. Donc, par exemple, à côté, bibliographie, je vous suggère, si ça vous intéresse, la biographie de Ivan Illich qui a été publiée par Jean-Michel Jan, qui est toute nouvelle. Personnellement, ne connaissant pas trop la figure de Ivan Illich, je le trouve un livre assez intéressant, quand même un peu géographique. Hein, on en parlait avec Bertrand il y a quelques jours. Déjà, reprenant évidemment le titre du livre, mais Ivan Illich, le sous-titre de ce livre est Ivan Illich, l'homme qui a libéré l'avenir. Donc voilà. C'est amusant parce que je vous coupe, on nous signale dans le chat un livre un peu parallèle sur Ellul de Jean-Louis Porquet, je lis, Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas dans ces deux portraits des gens qui ont peut-être anticipé, on nous dit l'OGM, la vache folle, le nucléaire, les propagandes, peut-être on pourrait dire l'épidémie de la Covid, peut-être des gens qui avaient finalement anticipé un certain nombre de démesures de notre société, mais qui à l'époque n'étaient peut-être pas entendus parce qu'ils n'étaient pas dans le sens de l'air. Qu'est-ce que vous en pensez? Certainement, oui. Alors, il y a pour les deux des courants de lecteurs qui les définissent tous les deux des prophètes. Alors, moi, personnellement, quant à Ellul, certainement, il a été quelqu'un qui a vu venir beaucoup de choses. Jean-Luc Porquet a bien raison de le définir, l'homme qui a presque tout prévu. Parce que c'est bien ça. Hein. Et en plus, voilà, dans le paradigme de la figure du prophète, c'est bien vrai aussi que nemo prophète in patria. Donc, chez lui, notamment à Bordeaux et tout, la côte d'Aquitanie a bien été sanctifiée, etc. Enfin, bétonnée. Donc voilà, c'est vrai aussi que les deux prophètes, cela dit, les définir prophètes l'un et l'autre, j'aurais quand même personnellement du mal. Est-ce que on peut parler d'une postérité? On nous pose la question de leur postérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des courants qui se réclament d'eux? Oui, alors Ellul est de plus en plus lu et redécouvert. Voilà, la génération 68 a vu en Illich un véritable prophète, hein, en effet. Ellul, lui, étant professeur en plein 68 à Bordeaux, il a été très proche de ses étudiants. Quoique, en 68, il était très proche, très à l'écoute de ses étudiants, et en 69, il a sorti l'autopsie de la Révolution. Donc, voilà, il est toujours dans cette relation très dialectique avec tout le monde. Hein. Donc, ça, c'est peut-être un peu différent par rapport à Illich, même si, voilà, je n'ose pas trop parce que je connais bien moins, donc voilà, je ne m'expose pas trop sur Illich. Mais lui, oui, lui, certainement, a été père de beaucoup de parcours.
Entre autres, José Bové, par exemple, est un fan un peu des deux. Tout ce qui est voilà, du mouvement du colibri, etc. Si vous allez faire un peu de recherche en ligne, vous allez trouver très facilement. Il y a encore, par exemple, le site web du CIDOC. Donc, le CIDOC a été proclamé décédé en 1976 et cependant, aujourd'hui, on a un site web CIDOC et des réseaux européens, américains, etc., qui se rappellent de cela. Il y a, et ça c'est très, voilà, ça je ne sais pas comment eux, ils auraient accueilli tout ça. Il y a beaucoup de sites en ligne d'anarchistes chrétiens qui se réfèrent à Ellul et à Illich, donc c'est, oui. Certainement, les deux ont été tellement... on a une question. Oui. Ils ont été tellement on a une hors autre des question lignes qui que... dit... on a une question sur... La dernière question, parce qu'on a encore des choses à faire. Oui, entre-temps, il y a petit... Bon, alors la dernière question, il y a une question qui dit la modernité serait une excroissance du christianisme et en même temps les techniques modernes subvertissent le christianisme. Est-ce que l'un ou l'autre se sont interrogés sur cette cause chrétienne? Qu'est-ce qui explique dans la Bible finalement ce développement des techniques contraires qui finit par être contraire au christianisme en quelque sorte? Est-ce qu'ils ont analysé cette boucle-là? Je pose cette question. Oui, ils ont bien analysé les choses. Excusez-moi juste un instant parce qu'il y a la... Et donc oui, ils ont bien analysé. Je ne sais pas trop, voilà, encore une fois, Illich, je n'ose pas trop. Ellul, quant à lui, le premier texte que j'ai en tête est un chapitre de l'Espérance oubliée qui s'appelle « Les signes de la déréliction dans l'Église ». Donc, on est dans la critique très forte du conformisme, si vous voulez, non, des églises, du christianisme réformé notamment, vis-à-vis des dynamiques et des métalangages, de la structure aussi de discours qui est fait par la technique aussi. Hein. Donc voilà, ce que Ellul appelle souvent l'institutionnalisation, hein, et que je pense c'est assez facile aussi de retrouver chez Illich. Voilà, dès qu'on se conforme à la technique et à ces démarches, voilà, le christianisme aussi il tombe exactement dans le même piège. Hein. Donc, c'est là où Illich parle des excrescences du christianisme. Dernière question, parce qu'on n'a plus le temps. Est-ce que si vous avez un livre à nous recommander de l'un et de l'autre, vous nous citez lesquels et puis on s'arrête là? Ah, mamma mia. Un seulement. Un instant juste, parce que il a disparu. Bon, voilà. Chacun peut lire en Mon parallèle. ordinateur aussi qui collapse. Illich, peut-être non, la convivialité, je dirais. Mais parce que je suis romantique théologienne, quoi. Et Ellul, certainement, l'Espérance oubliée, voire Qoéleth. Donc, la méditation, la raison d'être, pardon, c'est une méditation sur l'Ecclésiaste qui est très, très belle. Mais voilà. Sinon, voilà, je vous suggère pour le côté plutôt écolo, celui-là. Ça, c'est du Frédéric Rognon. Mais c'est très intéressant, c'est tout nouveau aussi chez Olivetan, il vient de paraître. Il y a une petite fleur, c'est un peu l'image que je vous laisse comme petite carte du soir. Le défi de la non-puissance est une récolte, si vous voulez, de fiches de lecture, de textes de Charbonneau et de Ellul, sur tout ce qui concerne justement l'écologie, etc. Donc là, je pense que c'est très intéressant parce que ça vous fait une anthologie de textes sur l'écologie et le christianisme, l'écologie et la société contemporaine qui est vraiment intéressant.